départ ce matin du côté d'Arlon. Votre avis, s'il fallait tirer un premier bilan de votre formation Lidl Trek? Je pense qu'on peut pointer à Juan P. Lopez, l'Espagnol, qui était déjà très en vue hier. Derrière lui, on a vu aussi le champion d'Érythrée. Oui, j'ai pas trop couru dans ce coin-là, mais je me suis entraîné beaucoup de temps juste à côté, sur la frontière luxembourgeoise. Et oui, ça fait plaisir d'être proche de la maison. Et ça permet aussi à la famille de venir vous voir avant une étape. On imagine que ça vous donne beaucoup de motivation. Oui, c'est ça. C'est pas souvent qu'ils peuvent me voir et là, c'est une bonne occasion. Votre équipe a été forte hier, on vous a vu très actif. Ça va être quoi votre plan pour aujourd'hui? C'est compliqué, la course a commencé très tôt, je pense dès la première ascension, la première vraie ascension, et puis après il faut juste être en nombre, je pense, anticiper. Je pense que c'est pas la bonne tactique d'avoir vraiment un plan dans la tête, mais d'être réactif dès l'entrée du circuit. Merci, bonne course. Yeah, we started yesterday with a big ambition. On a débuté l'étape d'hier avec beaucoup d'ambition. On voulait se battre pour la victoire, évidemment, à Oufet. Il y avait Alex qui était impliqué. Mais bon, au final, on a loupé une opportunité, clairement. Corbin Strong était très fort hier. Aujourd'hui, il y a une autre possibilité. Pour vous, peut-être pour vous personnellement. Ouais, on a une équipe forte. Mais bon, il n'y a pas suffisamment de pente, je pense, pour moi ici. On verra ce qui se passera. Et puis aussi Nathanael Tefsassion qui peut faire quelque chose. Alex Kirsch. Il y a d'autres gars dans l'équipe qui peuvent revendiquer quelque chose. Je suis vraiment très heureux. C'est magnifique pour l'équipe. On a prouvé que collectivement on était très fort hier. Comment vous sentez-vous avec ce beau maillot orange pour cette étape Rennes? Écoutez, c'est quelque chose aujourd'hui qui ne sera pas facile à gérer, avec beaucoup de difficultés. Mais bon, si je peux encore conserver le maillot aujourd'hui, je ferai tout pour le faire, ça c'est certain. Mais je le répète, on a vraiment une très belle équipe ici, avec un collectif qui peut faire la différence. Et on a vraiment des opportunités aujourd'hui. Bon, et aujourd'hui, ce sera pour qui? Pour Dylan? Pour vous? Écoutez, il y a plusieurs possibilités, plusieurs cartes. Il faudra un peu voir comment ça se passe tout au long de la course, mais c'est clair qu'on n'a pas qu'un seul coureur qui pourrait faire la différence. Et en toute honnêteté, si je... Depuis le Covid en 2020, on avait eu l'occasion de pouvoir quand même organiser la course au mois d'août. Et on a vu depuis ce moment-là qu'il y a une recrudescence de l'intérêt du public pour le vélo. Et je pense que notre course petit à petit, elle monte quand même en puissance et on voit qu'on a chaque année des belles équipes au départ. Certes, cette année, un peu moins de grands noms, mais des coureurs de qualité qui font la course. La course est souvent plus ouverte, donc ce qui n'est pas plus mal pour le téléspectateur. Et on voit le public qui répond présent, donc ça fait plaisir. Et bon, ça fait plaisir de pouvoir être ici à Arlon, en province de Luxembourg, pour une étape 100% luxembourgeoise. C'est Maxime Montfort qui vient donc de faire le petit sprint depuis les bords de l'Ourthe jusqu'à la position commentateur. Salut Maxime.
Bonjour, bonjour à tous. Et Stéphane Thirion, journaliste du Soir et de Sud Info, bien sûr. Vous êtes de retour tous les deux du Tour de France. Je suis très très heureux de vous avoir à mes côtés. C'est un réel plaisir, messieurs, d'autant plus que c'est l'étape Rennes qui est au programme aujourd'hui et on a le sentiment, Maxime, je vous vois déjà très attentif là en regardant l'écran, que les choses sérieuses vont débuter dans cette fameuse côte de Mabourges dont vous avez parlé avec Anne dans l'avant-course. On y est cette fois-ci et c'est clair, c'est l'un des endroits déterminants où il y a moyen de faire des différences sur ce parcours. Oui, c'est une des côtes du circuit local et là on voit que les coureurs sont dedans en fait, hein. Donc ils sont rentrés sur le circuit local à la hauteur de Samray, ils sont descendus par Berris-Ménil jusqu'à Mabourges et ils ont tourné à gauche sur cette petite route très étroite et très très raide dans la première partie, mais qui est moins raide mais qui est relativement difficile. La côte au total fait 3 km. Et donc c'est un des juges de paix de cette journée et on voit que le peloton veut déjà dynamiser les choses avec, on a vu la formation AG2R Décathlon, la formation Groupama et ici la formation Bingo Wallonie. On va prendre le temps au niveau du sportif d'entrer petit à petit dans cette course avec Stéphane Thirion aussi. On va être très... Organiser 7 étapes Rennes entre Arlon et La Roche. Pourquoi appelle-t-on une étape Rennes tout simplement parce que son profil aujourd'hui faisait en sorte qu'on pourrait avoir à la fin un classement sinon définitif, en tout cas bien étudié pour qu'il soit favorable au vainqueur final. 3600 mètres de dénivelé en Ardennes, sans S, on est bien d'accord? On est bien d'accord, et j'insiste là-dessus, à ne pas confondre avec le département 08 des Ardennes françaises. Départ en Lorraine belge, tout à l'heure du côté d'Arlon, là où la Semois prend sa source, la Semois qui s'écrit différemment, là où elle prend sa source et là où elle termine finalement son chemin en se jetant à Montermé dans la Meuse, puisque la Semois s'écrit OIS en Belgique et OY du côté de la France. Ça, c'était pour un autre aspect des choses, mais je sais que ça vous intéresse, mon bon Stéphane. Bon, Maxime Montfort, si c'est pas une super étape, ça y ressemble en tout cas fortement. On sait qu'évidemment La Roche en Ardennes, vous êtes là aussi étroitement lié à la région. Pas toujours évident de faire en sorte. C'est bordé de vallées et donc il faut pouvoir composer avec ces vallées. Et puis il y avait aussi l'envie de faire une vraie étape Rennes, une vraie étape difficile et ce n'était pas forcément le cas sur les dernières éditions. Donc je pense qu'aujourd'hui on est relativement servi avec ce mur de Mabourges et avec ce col de Haussire à parcourir 2 fois et même 3 fois pour le mur de Mabourges, là où évoluent actuellement les coureurs dans la dernière partie, comme on l'a dit, qui est moins pentue par contre, qui est quand même relativement difficile jusqu'au sommet. Vous le voyez, le peloton à 4 minutes 45, un peu moins de retard sur 5 hommes qui ont pris la poudre d'escampette assez tôt tout à l'heure, et un certain Johan Jacobs a fait le point
au niveau, le plein plutôt au niveau des points. J'y arriverai au niveau de ce classement des GPM, classement des démons. Il était déjà en tête hier et c'est encore lui qui s'est distingué dans les 2 premières difficultés du jour, dans la côte de Burnon et dans le mur Saint-Roch. Mur Saint-Roch emprunté chaque année lors de Liège-Bastogne-Liège. C'est vrai qu'on l'oublie un petit peu, on parle beaucoup des côtes autour de la Roche, mais aujourd'hui il y avait aussi le mur Saint-Roch qui n'est pas piqué des verres et donc ils l'ont escaladé plus tôt dans l'étape. Mur Saint-Roch, Doufalise, bien sûr, dans l'échappée. On retrouve 2 Belges, je vous l'ai dit. Il y a Johan Jacobs qui, en fait, est suisse. Hein. On sait qu'il est né en Suisse, mais a grandi du côté de la mer du Nord, du côté de Middelkerk. Mais donc, au niveau de la licence, il est bel et bien reconnu comme étant suisse. Et par contre, les 2 Belges, eh bien, ils font partie de l'équipe Alpecin pour Jimmy Janssen, c'est pour l'équipe Flanders-Baloise, pour Gilles De Wild. On retrouve un Français en la personne de Thomas Bonnet et Marcus Holgart, le Norvégien, champion de Norvège de la formation UNOX. Il y a de quoi faire avec un coureur, vous le voyez, c'est Pim Ronard, l'une des révélations de l'hiver dernier au niveau du cyclocross, qui tente sa chance. Un garçon qui a complètement explosé l'année dernière dans les labourés et qui manifestement a envie de se montrer. Dans cette 3e étape, ça bouge, une course de mouvement, on pouvait s'y attendre et on n'est pas forcément surpris. Et Pim Ronard qui sera stagiaire chez Lidl Trek en fin de saison. Donc il va pouvoir participer à quelques courses de ce calibre en fait, du calibre du Tour de Wallonie, classé en Pro Series. On rappelle qu'à la base, du côté de cette formation Lidl Trek, on attendait beaucoup de la part d'un garçon comme Thibaut Neys qui malheureusement a dû déclarer forfait pour cause de blessure au niveau du genou. Dommage, parce qu'il était lui aussi en train de confirmer tout le bien que l'on pensait de lui. L'année dernière, c'était déjà particulièrement impressionnant ce qu'il avait pu réaliser au mois de juin 2023, mais ici sur le Tour de Romandie, notamment lors d'une étape de montagne, c'était quelque chose. Stéphane. J'avais une question pour Maxime Montfort, directeur sportif Lidl Trek, même s'il n'est pas dans la voiture. Est-ce que Maxime Montfort a eu le temps de briefer les coureurs, dont évidemment Pedro Lopez, sur le parcours? Est-ce que tu le connais par cœur ce matin ou hier ou pas du tout? Si, j'ai eu l'occasion d'aller les voir hier et de reconnaître aussi le parcours de hier et de donner des infos à mes collègues qui n'en ont pas toujours dans la voiture, en tout cas pas en suffisance. Et puis j'ai rencontré les coureurs après l'arrivée et Lopez était relativement frustré par rapport au parcours de hier parce que c'était pas assez difficile pour lui. Et je l'ai rassuré en disant qu'aujourd'hui il aurait de quoi faire, qu'il y avait des côtes difficiles, longues, et que les opportunités allaient arriver et qu'il faudrait être malin pour pouvoir les saisir et aller chercher quelque chose de très grand, en l'occurrence la victoire d'étape. Ça correspond en plus à un parcours d'une course par étape de 5 jours. Il faut y aller crescendo, parce que si vous mettez en première étape quelque chose de trop dur, ça dissèque complètement le classement général, tandis qu'ici, bon voilà, il y a eu 2 arrivées en groupe. La 3e ici, on va déjà y voir plus clair. C'était important aussi de ne pas mettre trop de difficultés lors des 2 premières étapes. Effectivement, et les coureurs qui arrivent dans la Roche en Ardennes avec une arrivée tout à fait particulière, avec la descente qui se termine à 500 mètres, et puis encore 4 virages, ici l'avant-dernier, et puis le dernier sur la droite pour les coureurs, pour une ligne droite finale relativement courte. C'est une longue courbe vers la droite qui s'abordera à pleine vitesse, mais la dernière ligne droite sera courte, 150 mètres, et les coureurs qui vont se présenter une première fois devant nous, avec 2 circuits locaux et la côte de Haussire, le col de Haussire qui arrive très très rapidement après la ligne d'arrivée. On va les voir passer sur un passage relativement technique dans la ville de La Roche qu'il a fallu un petit peu aménager. Notamment ici, on voit une bordure qu'il a fallu réduire pour passer dans le passage piéton. Très joli passage piéton dans la ville de La Roche, énormément en pavé. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'effet Tour de Wallonie, on va dire que oui, mais en tout cas c'est très sympa, énormément d'ambiance. Quand vous reviendrez à La Roche, ne faites pas comme les coureurs, parce que le morceau que vous venez de voir est un sens unique, donc surtout ne copiez pas. Et là, c'est le pied de la côte du col de Haussire, en pavé dans une première partie. Et puis en asphalte, même si on retrouve des petits morceaux de pavé. Et alors c'est très très raide. Là on a le col de la Haussure qui est réputé pour être le plus long et le plus difficile de Belgique. C'est ce qu'on nous dit ici à La Roche. Maxime, vous avez roulé un peu partout en Ardennes. Vous confirmez ou pas? Oui, en fait c'est un peu atypique parce qu'il y a
on va dire 3 côtes en une. Chacun des secteurs étant séparé par une petite descente et même une plus longue descente après le parc à gibier. Mais les 3 parties sont vraiment difficiles. Ici, c'est la première qui fait environ un peu plus d'1 kilomètre avec un pourcentage moyen qui avoisine les 13%. Petite descente et puis la montée vers le parc à gibier. Et là, on a du 20%. Puis une partie de transition, la deuxième partie de transition est plus longue pour aller rechercher la dernière partie, 2 km à un peu plus de 10% de déclivité moyenne. Donc c'est vraiment difficile, un kilométrage total d'un peu plus de 4 km avec un pourcentage moyen de 7% malgré les 2 parties de transition. Donc c'est ce qui en fait la côte la plus difficile de Belgique. Vous pensez, Maxime, que parmi les favoris dans le peloton, ça va déjà sortir dans le premier passage? Je voyais le peloton très très nerveux et sans grand contrôle à l'approche, au sommet du mur de Maubeuge. Donc j'étais un petit peu étonné de cette configuration. Donc à voir un petit peu comment ça va aller. Mais quand je vois la nervosité relative dans le mur de Maubeuge, je ne serais pas étonné qu'on ait déjà une très grosse sélection dans ce premier passage du col de Haussière. Et donc ce passage d'ici quelques instants du côté du parc à gibier qui avait aussi été peut-être envisagé au moment de tracer le parcours? C'est ce que j'avais éventuellement suggéré aux organisateurs en disant si vous voulez une étape reine, pourquoi pas faire une arrivée au sommet. Mais ils sont venus avec d'autres arguments et notamment le fait que c'était déjà assez difficile comme ça et que au niveau retombée économique, c'était quand même beaucoup plus intéressant pour la ville de La Roche-en-Ardenne de faire l'arrivée sur les bords de l'Ourthe et d'accueillir tous les gens avec les commerces avoisinants, ce qui avait beaucoup de sens. Ouais, moi je suis conquis, vraiment c'est génial au niveau de l'ambiance, énormément de monde pour participer à cette belle fête du vélo. Compliqué là pour Gilles de Wilde. On est dans des parties difficiles, on est dans du 12-13% comme on l'avait dit. Ils vont arriver à côté du cimetière, ils vont faire le tour et ils vont avoir une petite descente de 300-400 mètres avant d'aborder les pourcentages les plus difficiles seulement, à 20% juste avant le parc à gibier. Donc c'est logique de retrouver des coureurs en difficulté et chacun est un peu mis à sa place dans des pentes aussi raides. Ouais, cette équipe Flanders-Paloise qui n'a toujours pas gagné cette année et qui éprouve beaucoup de difficultés à rivaliser aussi avec la concurrence. Il faut aussi parfois se montrer inventif, ingénieux pour aller chercher les meilleurs coureurs. On sait qu'au niveau du développement, il y a de plus en plus d'équipes aussi qui décident d'investir très très tôt. Et c'est pas forcément évident pour l'équipe de Walter Blancart. Alors, il y a du mouvement derrière. On a vu Pim Renard et voici un coureur de la formation Intermarché ou Anti qui sort à son tour. Ouais, c'est un peu bizarre de sortir à ce moment-là, juste avant la côte difficile. Mais on va voir comment le peloton réagit. Ils sont finalement pas très très loin. Encore un cyclocrossman avec Gerben Kuipers qui sort à son tour. Et derrière, au niveau du peloton, vous le voyez, c'est l'équipe Decathlon AG2R, la mondiale, qui emmène tout ce beau monde. On pense évidemment à Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy qui, dès la première étape, est allé chercher des secondes. On a énormément parlé depuis le départ à Tournai de son absence dans la sélection de Thomas Voeckler. C'est évidemment un très gros coup dur pour l'ancien vainqueur de la Flèche Brabançonne. C'est en tout cas un garçon qui a été très franc sur le plateau hier à Ouffet avec Anne Ruet en disant plus jamais dans ma vie je me retrouvais dans une situation comme celle-là. Je rêvais des jeux et donc je dois vraiment être capable de tourner le bouton et me relancer vers autre chose. Ça, je pense que c'est un problème dans toutes les sélections. Malheureusement, le débat n'est pas de le faire ici pendant ce Tour de Wallonie, mais une sélection olympique avec 4 hommes, c'est absurde dans le sport de haut niveau et ce que nous propose le cyclisme toute l'année, a fortiori dans une course de 270 km, on ne peut pas tolérer ce genre de règlement. Malheureusement, c'est le règlement olympique. Si on peut comparer, si vous voulez, c'est une course de 90 coureurs, donc c'est une course de juniors. Mais non pas sur 130 bornes, mais sur le double. Donc c'est très compliqué pour un sélectionneur quel qu'il soit. On l'a vu avec le nôtre en Belgique, qui a dû faire des choix, il a dû poser des choix. Il a pris, plutôt que de prendre Philipsen et Arnaud Delis, comme c'était entre guillemets prévu à la base, il a choisi 2 hommes qui sont davantage des équipiers comme Jasper Stuyven et Tige Benoît, mais ça reste de toute façon critiquable à tous les niveaux. Il n'y a jamais personne qui va être content d'une sélection pareille. Mais moi je retiens surtout qu'il n'est pas normal qu'un sport de haut niveau comme le cyclisme, par rapport à ce qu'on vient de voir
dans le 3 semaines Tour de France, exige des sélections, un nombre de coureurs aussi peu nombreux au départ d'une course. Je n'irais pas dire que c'est un scandale, mais presque. Je suis tout à fait d'accord. Après, je ne connais pas exactement tous les rouages et toutes les obligations du règlement olympique. Mais effectivement, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir autant d'enjeux dans une course olympique avec des cartes qui sont tout à fait redistribuées par rapport à ce qu'on peut connaître tout au long de l'année et les tactiques qui sont mises en place et les automatismes qui sont pris par les coureurs. Et donc des nations avec 4 coureurs, bah voilà, ce sera des courses tout à fait différentes. C'est comme si on demandait aux footballeurs de jouer à 7 contre 7. On peut le faire, hein. On va bien le faire en rugby. Donc, on tend vers ça aujourd'hui avec l'apparition de la Kings League. Qui sait, peut-être un jour des pelotons encore un peu plus réduits. Alors allons plus loin. Le cyclisme sur route n'a rien à faire au jeu dans ce cas-là. Si on enlève le règlement de base de la course cycliste, qu'on le enlève des jeux, tout simplement. Bon. En attendant, la course aura lieu le 3 août prochain sans Arnaud Delis. On parlait d'Arnaud Delis, la course, cette 3e étape en tout cas, est passée à quelques kilomètres de l'Écheret, puisque la côte de Burnon, première difficulté du jour, si je ne m'abuse, est à 5 ou 6 km. C'est ce que Arnaud m'avait dit la dernière fois que je l'ai croisé. De chez Louis, je ne sais pas s'il a toujours le com dans la côte de Burnon ou pas. Bon, il a beaucoup de com autour de chez lui, toutes les côtes qui font... aux alentours de 5 minutes, je pense que c'est pour lui, c'est un de ses passe-temps favoris. Donc Renard qui fait un peu de résistance, mais je crois qu'il se rend compte aussi que la côte est difficile et que son action n'est pas forcément la plus intelligente, on va dire, à ce moment-ci de la course. Justement, comment ça se passe, Maxime? On profite de votre présence évidemment pour éclairer notre lanterne, les liens qui peuvent aussi unir la formation baloise Trek Lions à Lidl Trek. Vous avez parlé de Pim Renard qui va franchir un cap d'ici la fin de saison. Concrètement, comment on évolue dans une équipe dans laquelle on retrouve essentiellement des cyclocrossmen? Il y a Lars van der Haar, donc c'était l'anniversaire hier, David Averdings, aussi War Heutz. Comment ça se passe? C'est une équipe de cyclocrossmen managée par Sven Nys. Et au-dessus de tout ça, on pourrait matérialiser ça par la famille Trek. Trek est une grande famille, en fait, c'est une grosse entreprise, mais une entreprise familiale avant tout. Et voilà, toutes les équipes sponsorisées par Trek, et en l'occurrence baloise, il y a des accès privilégiés et des coureurs comme Pim Renard qui veulent peut-être se donner les moyens de réussir sur la route, comme beaucoup des crossmen ont réussi. Il doit aussi pouvoir passer à l'échelon supérieur et pouvoir évoluer et voir comment on évolue justement à l'échelon World Tour avec la Lidl Trek. Donc c'est ce qu'il aura l'occasion de faire, à voir comment il pourra se débrouiller et à voir si il a les capacités et s'il a l'envie de laisser un petit peu le cyclocross de côté et de se donner les moyens de réussir une carrière sur route. Est-ce que c'est encore tendance, Maxime, les jeunes pros, enfin néo-pros qui passent au 1er août ou au 1er septembre? C'est quelque chose qui était assez courant il y a une dizaine d'années d'ici. On le fait encore aujourd'hui? On a maintenant les équipes satellites qui évoluent en continental. C'est le cas de quasi la totalité des équipes World Tour et pas mal d'équipes continentales aussi. Et donc la donne a un petit peu changé parce que ces équipes-là, elles envoient leurs coureurs dans le World Tour ou dans le continental. Toute l'année, dès le début de saison, les coureurs ont l'occasion, les jeunes coureurs ont l'occasion d'évoluer au plus haut niveau et donc il n'y a plus forcément un intérêt à les faire courir à une date fixe qui était le 1er août pour pouvoir toucher un petit peu au plus haut niveau. Et donc les deux crossmen se sont retrouvés, ils vont pouvoir collaborer et ils arrivent ici dans cette partie de transition après le parc à gibier. Où c'est un faux plat descendant, mais il faut pédaler et le fait de se retrouver à deux, c'est relativement intéressant avant d'aborder la dernière partie qui pour moi est la plus dure parce qu'on pense que c'est moins dur, mais en fait il reste 2 km à 10% et pour la faire souvent personnellement et même quand j'étais pro, c'est une côte où c'est très très difficile de trouver son rythme. Un circuit qui était fléché justement par Charles Racco dont on parlait tout à l'heure, qui nous accueille ici à La Roche dès fin avril pour que tous les cyclos
de Belgique et du monde entier puissent venir en profiter. Donc les professionnels, je suis certain que certains professionnels qui sont aujourd'hui sur la course l'ont fait également en reconnaissance. C'est une étape qui mérite d'être reconnue. C'est aussi l'occasion de parler, parce qu'on parle des cyclistes pro, mais de la belle initiative liée à ce Tour de Wallonie, puisque parallèlement au TROE, l'AVIC a organisé tout à l'heure, et on a vu le départ en arrivant à La Roche, a organisé une balade à l'intention des personnes porteuses de handicap. Il y avait énormément de monde tout à l'heure. On annonçait plus de 150 cyclistes. Belle initiative. Et c'était important aussi de le rappeler, de mettre à l'honneur tous les participants de cette belle balade. Oui, parce que le Tour de Wallonie a aussi un rôle social. Et en l'occurrence, cette promenade, entre guillemets, pour la vie qui était importante. Et au-delà du rôle social, ça je ne vous invente rien, puisque vous le voyez par des images aériennes, le Tour de Wallonie est aussi le tour du patrimoine et de la culture wallonne. Nous avons la chance d'être filmés pendant 5 jours, et c'est très très important. Du Tour de Wallonie, La Roche accueille l'étape à Rennes, et par la force des choses, on a aussi envie d'entendre des candidats à la victoire. Aujourd'hui, on a déjà évoqué pas mal de noms. On a entendu l'interview de Juan Pedro Lopez tout à l'heure de Corbin Strong. Je vous propose, parce que je vous l'ai dit en tout début de reportage, il a déjà été lié à une victoire sur les routes ardennaises, c'est Dylan Teuns. Dylan Teuns, on parle de Strong bien sûr, mais le contingent de l'équipe Israël Première Tech est particulièrement impressionnant. On se dit qu'il y a plusieurs cartes qui pourraient vraiment être jouées par René Mandry, le DS de l'équipe. Et donc écoutons Dylan Teuns, c'est toujours intéressant. Voyons voir. Vrij goed, ja. Geen accidenten en de benen voelen vrij goed. Verschillende renners vertelden me gisteren dat je heel sterk leek. Is dat waar? Ha, ik weet niet, ja. Misschien, ja. Vandaag is een belangrijke etappe, we zullen zien, ja. Wat gaat uw ploeg doen met de lederstrui? Ah ja, we gaan sowieso proberen de trui en de ploeg te houden. Dankjewel, succes. Bon, toujours très succinct, Dylan Teuns. On va essayer de conserver le maillot au sein de notre équipe. Quand Yacine lui pose la question, il y a beaucoup de coureurs qui nous disent que vous étiez très facile hier. À voir, c'est du Dylan Teuns dans le texte. En tout cas, on fera tout pour être en mesure de rivaliser avec la concurrence Dylan Teuns en partance du côté de cette équipe Israël Première Tech. Selon nos informations, puisqu'il est en route vers la France. C'est ce qui se dit, oui, un passage chez Cofidis, et vous savez comme moi que nous ne pouvons pas parler de transfert avant le 1er août, mais bon, voilà, chez Cofidis, il y a du mouvement dans les deux sens. On parle de Guillaume Martin en partance pour Groupama, on parle dans l'autre sens de l'arrivée de 2 Belges, non pas seulement Dylan. Donc on ne peut pas en parler depuis le 1er août, mais c'est quand même vous qui avez lancé la première fois l'information sur Guillaume Martin du côté de la Groupama. On tend les oreilles dans les pelotons et a fortiori sur un Tour de France. Et où j'ai entendu aussi, mais je pense que c'était un secret de polichinelle, que Sylvain Moniquet pourrait aussi rejoindre les rangs de Cofidis. Clairement, bon, par rapport à votre Tour de France, Maxime, alors qu'il y a un regroupement là pour Renard et Kuipers qui sont repris. C'est Lopez c'est Lopez qui essaye une première fois et on voit que ça commence à casser derrière dans des pentes difficiles. Bon, il est en train de se dire, ouais, ce que Maxime m'a dit, c'est la vérité, il y a de quoi faire, il y a un terrain de jeu idéal pour moi. Il faut d'abord créer une première sélection et de cette première sélection, il y a des jeux tactiques qui peuvent se mettre en place. Et là, Lidl Trek, comme d'autres équipes, comme Israël notamment, pourront tirer leur épingle du jeu. Donc on est encore relativement loin, mais il faut pouvoir utiliser le terrain et s'exprimer avec ce que les organisateurs donnent aux coureurs. Et pour le moment, les sélections s'opèrent et on voit qu'il y a des petits groupes qui se forment, à voir ce que ça va donner, parce qu'on n'en a pas parlé, mais après ce col de Haussir où ils sont au sommet, là, il y a une petite descente relativement difficile, et puis il faut encore réduire cet écart. Ouais, à Samré, ça sera l'occasion pour nous aussi de parler de gastronomie, chocolaterie artisanale à Samré, niché au cœur de l'Ardenne, la série de chocolat
entre la baraque friture et la Roche en Ardennes, c'est l'apologie de l'alcool, que ce soit bien clair. On fait l'apologie des curiosités locales wallonnes. On peut goûter le Purnalet, la liqueur typique de la ville de La Roche, confectionnée à partir d'eau de vie neutre, de sucre et de prunelle. On goûtera après la course. On revient sur le groupe de tête et on arrive à un sprint, Maxime. Mais ils ont aussi perdu deux éléments à la faveur du col de Haussire. Et donc là, ils arrivent sur le sommet de la côte où il y aura un premier sprint intermédiaire disputé pour les bonifications. Donc ils ne sont plus que 3 dans ce groupe de tête avec un écart qui se réduit sensiblement, 3,30. Donc ils ont perdu quasiment 1 minute sur l'ascension du col de Haussire. Et voilà l'homme le plus expérimenté de ce groupe, Markus Ølgaard, 29 ans, champion de Norvège. Ce n'est pas n'importe qui, encore Jimmy Janssens dans le groupe et Gilles De Wilde. C'est clairement les 3 plus forts de cette échappée. Je ne pense pas qu'ils ont une chance d'aller au bout, mais ils se battent bien et il y a des accessites comme ce sprint intermédiaire à aller chercher. Donc c'est fini pour Jacobs et pour Bonnet. Quoi qu'il arrive, Jacobs qui fait une bonne opération au niveau du classement des monts. Clairement, aujourd'hui, il est en train de prendre un avantage certain. Vous allez me dire, demain, il y a de quoi faire aussi avec l'arrivée à Herve. Et la dernière étape ne sera pas une mince affaire non plus avec l'arrivée du côté du mur de Thoin. 50 km pile poil et les coureurs seront à l'arrivée. Je vous propose d'écouter Matteo Trentin. Matteo Trentin, ancien champion d'Europe, avec toute son expérience. On a souvent vu l'équipe Tudor aussi présente en tête de peloton. Ça sera juste après le sprint. On va quand même être attentif pour voir qui va aller chercher ces secondes, même si au final, il n'y a aucun de ces 3 coureurs qui représente un véritable danger au niveau du général, du moins a priori, parce que virtuellement, Markus Ølgaard, là, il est maillot orange. Il va chercher donc les 3 secondes, 2 petites secondes pour Ølgaard et Gilles De Wilde, lui, on prend une toute petite. Allez, comme promis, on écoute Matteo Trentin, le coureur de la formation Tudor. Matteo, a top 10 yesterday. How was it on the bike? Not really satisfied. I mean, I misjudged the length of the final corners, and I was a little bit boxed in, and I couldn't really sprint. I was just in the middle looking the other sprinting, and I was just sitting there. So it was a bit frustrating. Yeah, I mean, I think I raced well just before there, and yeah, really made a mistake there. Today, the Queen Stage, how do you think it will be played? I think it will be a mess. Because we see also the other days when it comes to the important part of the race, there is a lot of guys who has the legs to go and a lot of teams who has like my multiple car to play. So we see in the first day, we see yesterday, and I think we're going to see today the same. Probably we pass the finish line the first time, and from there I think we'll be race on, proper race. As an experienced rider, who do you think is the favorite today? That's hard to tell, to be honest. We see like a group of guys yesterday going away on the steep climb, but they didn't have actually the legs to keep going with the action, and we came back, I have to say, quite easy on the easier part. So I don't know for sure. I can say like Trek is a good team, Want is a good team. We see Israel is a really good team. So probably it's more by team than by individuals today. Thank you. Good luck. Bon, toujours intéressant et bien plus prolixe que Dylan Teuns à confirmer, ça c'est sûr. Matteo Trentin, on le savait, qui revient sur le sprint d'hier où il a été enfermé, un peu de frustration en ce qui le concerne parce qu'il espérait davantage. Lorsque Yacine lui pose la question concernant un éventuel favori aujourd'hui, il dit difficile de dégager une individualité. Par contre, au niveau collectif, il cite 2 équipes, il n'en cite pas 3, il cite Israël, ça on n'avait pas vraiment de doute, et Lidl Trek, confirmation d'ailleurs avec un des coureurs de la formation américaine qui pointe le bout du nez. Il dit aussi oui, qu'aujourd'hui ça risque d'être un chantier, très clairement. Il y aura eu un premier passage sur la ligne qui vient d'avoir lieu, et puis après c'est à ce moment là que la course va se décanter. Il avait raison au moment de prendre le départ. Oui, et le chantier on le voit, parce que dans le peloton je pense qu'il reste tout bonnement 30 coureurs. On n'a pas vu toutes les images de la sélection dans le col de Haussire, mais on voit qu'il
une fois la petite descente effectuée et là les coureurs sont sur le sommet sur la route de Samré, il reste plus grand monde. Juan P. Lopez a attaqué une première fois et puis une deuxième fois maintenant il est sorti avec un bingo Wallonie-Bruxelles qu'on n'a pas pu identifier, en tout cas pas pour ma part. J'aurais peut-être cru que c'était Floris de Tir mais je n'en suis pas sûr. Et Lidl Trek qui contrôle derrière. Nos trois échappés matinaux, ils ne sont plus que 3, ils étaient 5, font de la résistance avec 3,30. Mais on voit que le parcours joue son rôle et que c'est très difficile. Parce que la route de Samré, mine de rien, on ne le voit pas, ça ne rend pas bien forcément tel qu'on le voit, mais c'est un faux plat montant permanent. Et pour peu qu'il y ait un peu de vent de face, c'est quelque chose qui fait très très mal aux gens. Et donc les deux contre-attaquants qui ont récupéré Jacobs, qui avait été lâché du groupe de tête. Et donc c'est bien 2 tirs de Wallonie-Bruxelles, échappé avec Juan Pedro Lopez et qui ont récupéré, comme on l'a dit, Johan Jacobs, porteur du maillot blanc de meilleur grimpeur sur ce Tour de Wallonie. Et derrière il y a encore beaucoup de mouvements. On voit que les sélections s'opèrent et pas forcément toujours dans les endroits les plus pentus, avec les formations les mieux armées qui sont là pour contrôler. Tudor qui veut relancer, la Lidl Trek qui contrôle et l'Auto Destiny ici avec Andreas Krohn qui est tombé hier et qui portait le maillot blanc de meilleur grimpeur, qui ne l'a plus aujourd'hui, qui essaye de relancer la course. Il reste plus grand monde d'ailleurs chez l'Auto Destiny, on en a parlé dans... Un peu touché par la malchance. Ouais, vraiment, c'est la poisse qui colle au basque des coureurs de la formation de Nicolas Mas. Et il y a de l'animation sur cette 3e étape du Tour de Wallonie. On n'avait pas de doute, on en a la confirmation très clairement avec notamment Juan Pedro Lopez qui vient de sortir. C'est aussi le cas de Floris de Tir, le coureur de la formation Bingo Wallonie-Bruxelles, cher à Christophe de Thiou et à Christophe Brandt. On entre clairement dans le vif du sujet maintenant, Maxime Montfort. Bah oui, ils ont franchi les 2 premiers juges de paix, on va dire, avec le mur de Maubeuge, le col de Laussire. Et puis là, ils sont dans cette partie de transition à la sortie du village de Samré. Et au point de vue de la course, on notera aussi le retour de Matteo Trentin. On vient d'en parler. C'est lui qui était très actif en tête de peloton. Il a réussi à sortir pour former un quatuor en contre-attaque. Mais on rappellera que Johan Jacobs était présent dans l'échappée matinale et que forcément, il ne va pas relayer à ce moment-ci de la course. Et il manque peut-être un Lotto Destiny. Là, on les a vus relativement actifs après le passage de la ligne d'arrivée. On a vu aussi Ekorn dans la côte, on a vu Krohn, mais ils ont peut-être loupé cette contre-attaque qui pourrait s'avérer être un coup tactique intéressant, même si on est sur cette partie de transition justement entre Samré et Berismenil, une route jamais vraiment plate. Et puis ils vont aborder cette longue descente en 2 temps. Ici, les coureurs de tête ont fini la première partie de la descente. Ils vont traverser ce village de Berismenil, environ 1 km relativement plat avant d'avoir la dernière partie de la descente, 3,5 km très très rapide avant ce mur de Maubeuge. Maxime, vous qui êtes ardennais pure souche et d'ici, je me suis toujours posé la question, on dit Berismenil ou Berimenil? Ou on peut dire les deux? C'est une bonne question. En fait, j'ai peur de me tromper en direct. Moi, j'ai toujours dit Berismenil. Mais c'est une question, hein. Ouais, non, j'ai toujours répété ce que j'entendais toujours Berismenil. Mais je me trompe peut-être, j'en sais rien. En tout cas, de Berimenil ou de Berismenil. On attend les Beris. En tout cas, il y a le lieu-dit du Chesley. Oui. Ouais. Vous connaissez la tradition populaire locale? C'était difficilement accessible car il était le repère de tous les elfes. Ben voilà. Mais les dubitatif, mais c'est ce que les randonneurs et les trailers de la région le connaissent bien parce que c'est un site de choix pour aller se balader. En tout cas, l'intérêt de ce circuit magnifique autour de la Roche, c'est justement d'avoir permis à la course de se décanter, comme l'avait prédit Maxime dans le premier passage. Ça va vous permettre de voir, je pense, un final très très intense et intéressant entre les hommes forts, on est bien d'accord. Ouais. Et moi je serai attentif sur ce coup là, 32 secondes, on n'en parle pas trop, mais ils ont pris 32 secondes sur le peloton avec 3 coureurs très très costauds. Avec de l'expérience. Avec de l'expérience, avec un Juan P. Lopez, je vais peut-être dire revanchard. Je l'ai dit tout à l'heure en plateau, il n'avait pas forcément envie de venir sur une course
qui pensait qui n'allait pas lui convenir. Il est en balance pour la sélection de la Vuelta, il a envie de se montrer et il est toujours un peu nerveux et on le voit aussi ici que c'est un coup relativement audacieux parce qu'on est tôt dans la course, mais tactiquement ça pourrait marcher parce que derrière dans le peloton ça pourrait se regarder et c'est certainement pas Lidl Trek, Tudor et Bingo Wallonie-Bruxelles qui ont la responsabilité de la course à ce moment-ci. Le leader de Lidl Trek sur la prochaine Vuelta qui, on le rappelle, prendra son départ non pas en Espagne mais bel et bien Portugal, disait tout prochain, départ depuis Lisbonne. Le leader, ça sera Skelmose entre autres, parce qu'il y aura aussi Tao Geoghenaert, épaulé par Giulio Ciccone. Et il y aura aussi du support avec Carlos Verona, avec peut-être un Patrick Conrad, un Sam Omen, peut-être un Juan P. Lopez. Et il faudra aussi des gars pour travailler. Il y aura peut-être un Matthias Vacek, un Otto Vergaard, donc, qui est ici aussi, Otto Vergaard, qui fait toujours un travail de l'ombre, mais très très important. Donc ouais, une équipe extrêmement forte pour cette Vuelta qui s'annonce extrêmement difficile et extrêmement montagneuse. Et où on avait annoncé peut-être Primoz Roglic comme principal favori, mais rien n'est moins sûr. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il a annoncé qu'il voulait prendre le temps pour récupérer de sa blessure au dos au Tour de France. Donc il n'est pas certain, et à mon avis même improbable, qu'il soit au départ du Tour d'Espagne, mais ça c'est un autre débat. Nous sommes ici au Tour de Wallonie, qui est un tremplin idéal vers les courses du mois d'août et de septembre pour certains coureurs, puisque c'est pas Maxime, je vais l'expliquer, mais des équipes World Tour, elles ont environ entre 25 et 30 coureurs, donc il faut les occuper partout. Et le Tour de Wallonie, quelle que soit sa situation, soit à cheval sur le Tour, soit ici exceptionnellement après, et le problème avant les Jeux Olympiques, il y a quand même, il faut faire courir les coureurs, et Lopez en est un bon exemple, un garçon qui avait réussi à nous rafraîchir la mémoire sur son talent au Tour des Alpes. On le pensait même capable de jouer par exemple le classement du meilleur jeune au Giro, et ça ne s'est pas fait, bon voilà. Et je ne sais pas s'il a la pression, comme tu le dis, à ce point-là, mais bon, pour avoir sa sélection, mais dans d'autres équipes, il serait automatiquement à la Vuelta. À l'embarras du choix chez Lidl Trek. Ouais, bah, effectivement, mais bon, c'est une équipe qui, à l'instar d'autres, hein, qui vise le haut du classement, qui vise à moyen terme la première place du classement UCI par équipe. Et donc forcément ça fait des déçus et des coureurs de renom parfois ne sont pas sélectionnés. Donc c'est un peu le problème de ces grandes équipes parfois. Est-ce que des malchanceux du Tour pourraient être aussi à la Vuelta? Non. Ça a été évoqué à un moment, mais une fois qu'on a bien analysé le parcours, on s'est rendu compte que cette Vuelta était vraiment trop difficile et donc que ce n'était que pour des grimpeurs. Donc il faut pas toujours vouloir jouer sur deux terrains avec le peu d'étapes qui vont être dédiées aux sprinteurs ou en tout cas à des sprints en peloton réduit. Ce ne sera pas vraiment le cas, donc il vaut mieux privilégier vraiment les meilleurs grimpeurs pour pouvoir rester sur cette Vuelta. Est-ce que Pedersen est sélectionné au jeu et si oui, dans quel état? Alors Pedersen est très motivé. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, mais c'était quand même un trait de fracture au niveau de l'omoplate. Donc il a mordu sur sa chic un jour après sa chute. Et puis il a vécu un vrai calvaire sur son vélo contre la montre lors du chrono en Bourgogne. Et le soir même, il était quasiment en pleurs de douleur en annonçant qu'il ne pouvait pas continuer. Alors que lui, c'est un vrai viking et un vrai guerrier. Mais là, depuis, il passe entre les mains du physiothérapeute tous les jours. Et il a pu, depuis quelques jours, refaire des sorties très très intéressantes, très très longues. Et il est très revanchard par rapport à ce qu'il n'a pas eu sur le Tour de France. Donc il sera forcément aux Jeux Olympiques très motivé. Et puis il a encore plein d'ambition. Et selon ses dires, il veut gagner le plus possible, quelle que soit la course, d'ici la fin de saison. Vous l'avez vu en tête de peloton, ce sont les coureurs de la formation Red Bull qui étaient en train d'emmener tout ce beau monde avec Wandal, avec Koch aussi, dans le but de réduire l'écart sur ce fameux groupe. On n'est plus si loin maintenant. Non, on est dans ascension de Maubeuge. On est dans cette descente qui est beaucoup plus favorable au peloton parce que
Il n'y a pas de freinage dans cette descente, il y a des courbes, mais il y a... Kilomètres de l'arrivée. Le temps file sur ce Tour de Wallonie et c'est arrivé prévu donc à La Roche en Ardennes. Peut-être le moment de se rafraîchir, hein, parce que c'est vrai que... Mais pas pour les coureurs qui sont au pied de ce mur de Maubeuge, et je peux vous dire que là la pente est extrêmement raide une fois franchi le pont au-dessus de l'Ourthe. Les coureurs s'enfoncent dans la forêt, mais c'est une pente vraiment raide. On parle de 7%, mais effectivement le maximum c'est 17% et c'est au pied de cette côte avec une rampe de 400 mètres à 17% de moyenne. Bon, on a entendu pas mal de favoris, on n'a pas encore entendu Benoît Cosnefroy. Je vous propose de l'écouter, très franc, très transparent dans ses propos hier, et écoutons-le aussi ce matin donc au micro d'Yacine depuis le chef-lieu de la province de Luxembourg, c'était à Arlon. Jimmy Janssens, Coolraad. Et bon, espérer un bon résultat à la fin. Merci beaucoup, bonne course. Alors, de retour sur l'échappée, on aurait tendance à les oublier, ces trolls-là, parce que c'est vrai que derrière, ça bouge énormément. Pas toujours évident d'avoir la connexion non plus avec la moto au cœur de l'Ardenne. Mais on a donc bel et bien ce groupe-là derrière, 2, avec Juan Pedro Lopez, avec Matteo Trentin, avec Floris de Tir, donc le Belge de ce deuxième groupe. L'occasion aussi de dire qu'au sein de cette équipe Bingo Wallonie-Bruxelles, il y a eu une victoire d'un Wallon sur le Tour de Liège, Lucas Jacques, qui s'est imposé, le jeune Namurois. Il n'y a pas énormément de Wallons d'ailleurs au départ de ce Tour de Wallonie, et donc c'est l'occasion d'insister aussi sur ce travail-là. Maxime, ça bouge en tête de peloton. Ça bouge et on voit que le peloton était revenu très très près des 3 coureurs intercalés qui eux entre-temps avaient lâché... Trentin. Dat is een beetje. Intercalé avec Juan Pedro Lopez qui semble le plus à l'aise, et il y avait 32 secondes si je ne m'abuse avant la descente, donc ils ont perdu un peu de temps dans cette descente et ils n'en ont pas vraiment regagné dans ce mur de Maubeuge avec un peloton relativement réduit, emmené ici par est-ce que c'est pas Penouet? Non, c'est un Intermarché, emmené par un Intermarché. Ouais, et derrière, c'est un coureur de la formation Visma Lease the Bike. Hein. Ils ne sont plus qu'à 4 hein, d'ailleurs chez Visma Lease the Bike. Important de le rappeler, avec 2 coureurs en embuscade. Hein. Il y a la pépite norvégienne Agnes et puis il y a Van Dijk. Et ça ressort du peloton parce que la cadence n'est sans doute pas assez élevée au bout de cette lane. Exact, ça veut dire que le rythme n'est pas assez élevé, ça permet à certains de ressortir, et notamment les Lotto Destiny hein, qui ont loupé on va pas dire le coche, mais qui ont loupé ce coup en contre.
Et Andreas Krohn notamment qui veut vraiment sortir du lot et essayer de rentrer. Et je persiste et je maintiens qu'on ne peut pas laisser Lopez et Trentin comme ça, même à vue de nez, parce que ça ne veut rien dire, 15-20 secondes, mais sur un parcours comme ça, c'est beaucoup. Et ça peut devenir rédhibitoire au moment où il n'y a pas une collaboration derrière. Et collaboration, je n'en vois pas une énorme au sein du peloton. Dans ce groupe, il y a Wandal, Vermeersch, Florian Vermeersch, bien sûr. On retrouve aussi Van Dijk. Et Vermeersch, j'imagine que vous en avez parlé sur les 2 premières étapes, mais il revient de blessure et il revient de très très loin. Le championnat de Belgique, c'était sa première course après la fracture du fémur qu'il a eu au mois de février. Effectivement, et donc c'est chouette de le revoir là parce que se fracturer la jambe et être de retour 6 mois plus tard, même pas 6 mois, c'est quand même relativement impressionnant. Et donc il va imiter Tim Wellens puisqu'il est en route vers UAE et Florian Vermeersch. C'est ce qu'on dit aussi, c'est une rumeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne reste pas chez Lotto Destiny, ça c'est un secret de polichinelle parce que de ce côté-là, la communication Stéphane Leu est assez claire. Il y a des éléments qui voulait bien laisser partir comme Victor Campenaerts. En revanche, Florian Vermeersch, il n'a pas envie qu'il parte. Maintenant, quand vous avez une offre d'une équipe comme UAE, c'est comme si le Real de Madrid faisait une offre à un joueur d'Anderlecht. Il est compliqué de dire non pour le coureur et on lui souhaite bien du plaisir dans cet environnement-là, même si j'ai l'impression qu'un Florian Vermeersch au top et donc en pleine santé aurait pu, avec Arnaud Delis, former un duo très complémentaire sur les courses flamandes, mais ça c'est un autre débat qu'on rouvrira au mois de février 2025. Effectivement. Chaque chose en son temps. Par contre, Trentin, lui, malgré son grand âge, parce qu'on est vite vieux dans le milieu du cyclisme, eh bien, il prouve plus que jamais qu'il est en forme avec Mais c'est bien de le Lopez. voir collaborer avec Lopez, parce que je pense qu'il sait et qu'il sent que dès que les pourcentages seront importants, il ne pourra rien faire contre Lopez, mais malgré tout, il continue à collaborer. Donc, c'est tout à son honneur. Et Floris de Tir fait le job, hein. Il prend ses relais. Oui, pour lui, c'est un coureur qui a eu des très belles journées, qui a fait des très belles épreuves et peut-être qu'il retrouve son meilleur niveau qu'il n'a plus depuis quelques temps. Et il a eu l'occasion de faire des beaux classements dans pas mal d'épreuves World Tour. Maxime et Stéphane, fait une toute petite parenthèse avec le Vélo Viewer, le fameux logiciel proposé par toutes les équipes et utilisé par toutes les équipes en course. Voici ce que ça donne et ce que vous nous avez préparé. Ouais, c'est la côte de Haussire en fait, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. 3 parties bien distinctes. Une première avec du 13% de moyenne, une petite descente après le cimetière, puis la montée en rouge plus foncé vers le parc à gibier, puis cette longue partie de transition, d'abord en faux plat, puis plat, et puis une petite descente. Mais c'est une partie relativement longue, difficile à aborder avant d'entamer les 2 derniers kilomètres à plus de 10% de moyenne sur cette petite route. Et en photo, je vous ai mis le pied de ce col de Haussire sur les pavés à la sortie de la zone piétonne qui a été toute refaite et qui est très jolie dans cette ville de La Roche-en-Ardenne. Et donc il y a une jonction, hein. Il y a une jonction, on a toujours 3 coureurs en tête, mais on ne parle plus de l'échappée avec Trentin et Lopez. Et de Tir. Effectivement, c'était dans cette partie de transition relativement longue malgré tout. C'est une partie qui a été souvent empruntée dans l'autre sens à l'occasion des championnats de Belgique il y a longtemps maintenant et à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège jusqu'à l'année dernière. Cette côte de Horto que le peloton emprunte dans l'autre sens. Et ici, les coureurs vont entamer la descente. Donc c'est la particularité aussi de cette étape d'aujourd'hui. Une arrivée en descente qui se termine à 500 mètres de la ligne. Donc c'est assez particulier. À 50 km de l'arrivée, l'écart était de 3,40. À 32 km de l'arrivée, il est de 3,28. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Chapeau aux gars là devant. Il faut commencer à en tenir compte. Hein. Oui, mais c'est une épreuve aussi particulière où on voit que les équipes se cherchent, non seulement parce qu'il n'y a pas de vrai leader désigné, mais aussi parce que c'est une course de reprise. Donc c'est intéressant et ça ouvre des opportunités pour ces coureurs moins connus et pour ces échappées. Et Stéphane, très justement, tu le rappelles, l'écart ne diminue pas. Donc il n'y a pas d'organisation en peloton. Non, il n'y a pas d'organisation. C'est pour ça que ça ne diminue pas, parce qu'on peut imaginer que les coureurs de tête sont fatigués. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que cette échappée aille au bout? On ne peut pas le... Je l'imaginais pas du tout, mais...
La remarque est quand même importante et ils sont à 29 km de l'arrivée, 29 300 en franchissant la ligne exactement. Et 3 minutes 30, ça reste très très intéressant. Et eux, ils ne se posent pas de questions, hein. Ils prennent le relais, ils roulent. Ouais, il y a une bonne entente, hein. Ils ont éliminé naturellement les deux éléments les moins forts de ce groupe de tête et ils collaborent. On va voir comment ça se passe dans ce dernier passage de la Col d'Ossir pour eux. Et puis on va surtout voir dans le peloton comment ils vont l'entamer. Et si les coureurs qui ont de l'ambition dans ce peloton, c'est maintenant. Hein. Ou jamais. Ou jamais. Allez, ils sont donc dans Ossir, hein, les 3 coureurs de tête. Parce que dès lors qu'on ne voit pas d'organisation équipe par équipe, enfin moi j'en ai rarement vu depuis que nous sommes sur antenne, je pense que les leaders et favoris de ce Tour de Wallonie devront inévitablement bouger et prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Je pense à Teuns par exemple, ou aux coureurs d'Israël, et les autres coureurs d'Israël ou ceux de Décathlon qu'on n'a pas encore vus hein, dans les attaques dans cette étape. Alors on ne les a pas vus parce qu'ils se cachaient intelligemment, ou on ne les a pas vus parce qu'ils ne se sentent pas capables aujourd'hui sur un parcours beaucoup plus difficile. Seuls eux le savent et on sera fixé très rapidement. Je m'en voudrais aussi de ne pas rappeler qu'on peut trouver au sommet de Ossir une stèle en l'honneur de Claudie Criquillon. Bien sûr, il y a un hommage qui est fait chaque année dans le mur de Houy, mais aussi dans cette fameuse côte qui est le juge de paix aujourd'hui. Et puis, quand on pense à Claudie Criquillon, on se rappellera aussi ici à La Roche que dès sa première édition, l'épreuve de la vélomédiane, bien connue par les amateurs de vélo, avait été parrainée à l'époque par Claudie Criquillon. La vélomédiane qui est au programme à la fin de l'été. C'est pour le 24 août prochain. Vous pouvez encore vous inscrire, Maxime Montfort. Il y a 4 distances, 4 parcours, vous pouvez choisir. Hein. Il y a le Grand Challenge, 173 bornes au programme. Et sinon, on peut y aller sur 133 km, 86 ou 96. Ça reste à voir. En tout cas, les inscriptions sont ouvertes sur vélomédiane.com. Et la stèle de Claudie qui a été fleurie exceptionnellement, enfin pas exceptionnellement, mais à l'occasion de ce passage de la course. Donc c'est bien aussi de le rappeler et de souligner l'initiative de la part de la ville. J'ai l'impression ici qu'on a 2 courses en une, en tout cas pour l'instant. Les échappés dont Gilles de Wilde vient d'être lâché et le groupe de poursuivants dont on va rappeler tout de même au sein duquel il y a Lopez et Trentin qui pour l'instant au niveau du classement général ont une excellente opération. Et donc il n'avait pas été repris. C'est ce que Radio Tour. Oui. Vous l'avez entendu. Non, mais donc ils n'ont pas été repris et ils ont une bonne avance en fait. Ouais. Une 10. Attention, hein, parce que contrairement à ce qui était indiqué, et je vous dis au niveau de la communication, c'est pas toujours facile non plus de faire passer des messages, mais c'est ce que Radio Tour nous a dit, mais ça change quand même beaucoup de choses par rapport à c'est plus clair pour nous en tout cas. Maintenant on voit enfin les décathlons qui prennent les choses en main en tête du peloton. Il était temps. Bon, ça change tout. On a donc un deuxième groupe avec Lopez, avec De Tier et avec Trentin à 2,20. On nous annonce 2,50 maintenant. En attendant, l'avantage pour les 3 échappés pour le groupe 1, cet avantage-là reste toujours très intéressant. Bon, Lopez qui se retourne et qui trouve tout de même un terrain de jeu qui devrait être encore une fois propice à ses qualités. Oui, tout à fait. Cette côte l'est propice à ses qualités, mais il ne faut pas oublier les parties de transition et peut-être qu'il ne veut pas se retrouver tout seul à ce moment-ci de la course pour ne pas devoir gérer cette partie de transition dans laquelle il ne serait pas forcément à son avantage. Et on voit que le peloton, malgré tout, est très très proche, mais peut-être qu'il attend du renfort derrière et qu'un nouveau groupe pourrait se former. C'est en tout cas ce qu'on espère, nous, spectateurs neutres, pour avoir un final tout à fait indécis, parce qu'il y a toujours 3 minutes 10 avec nos 3 coureurs de tête. Et De Tier qui prend quelques mètres. Moi j'ai plutôt l'impression que Lopez il est en attente.
Et AG2R qui prend ses responsabilités. Hein. Stéphane, tu l'as dit qu'on ne les avait pas vus, ils sont là. On attend peut-être un peu plus Israël première tech pour le moment. Ouais, la jonction va se faire, hein, ça me paraît clair maintenant, avec un gros travail donc de l'équipe de Benoît Cosnefroy. On a beaucoup vu De Wulf hier. Donc Radio Tour avait justement anticipé. Bon. Mais quelle que soit l'issue, Lopez aura au moins eu le mérite de faire travailler les adversaires, donc les équipiers des adversaires. Et il va récupérer ici, je présume, parce que j'en ai vu passer tout à l'heure sur la ligne, quelques équipiers pour lui, de Lidl Trek. Ouais. Donc ça peut être intéressant. Quoi qu'il advienne, son mouvement est intéressant. Et c'est toujours les mêmes qui se retrouvent devant. Hein. Donc cette petite sélection d'une quinzaine de coureurs qui se fait automatiquement. Et là, avec le forcing de AG2R, on peut imaginer que la sélection ne se fera plus rattraper et que de là sortira le meilleur du peloton. Et après, à voir s'ils pourront rattraper les échappés ou pas. Et donc, dans cette échappée, que ce soit bien clair pour tout le monde, le coureur le plus dangereux ce matin, c'était Jimmy Janssens, qui était à moins de 2 minutes. Donc, virtuellement, toujours maillot orange. Un maillot orange de Corbin Strong qu'on peine à voir. Je ne sais pas si vous le voyez, messieurs, dites-le moi. Non, on ne peut pas l'identifier là et on ne sait pas s'il est présent en fait. En tout cas, son équipe, elle, n'est pas présente. Alors qu'ils avaient quand même le rôle de favori, que Corbin Strong avait annoncé en avant-course qu'il prendrait la responsabilité du contrôle de la course. Parce que non seulement lui pouvait envisager quelque chose, mais aussi deux de ses coéquipiers, avec Dylan Teuns et Simon Clark. Non, il est là Corbin Strong. Il est là, il est 12-13e position, donc en ordre utile dans cette sélection qui se fait petit à petit. Ouais, écrémage par l'arrière, plus que jamais. Une vingtaine de coureurs maintenant, et je pense que les coureurs derrière ne reviendront pas parce qu'on rentre vraiment dans le final de la course. Et ça va être de plus en plus difficile, de plus en plus rapide dans les pentes qui vont être assez raides très prochainement. Il y a même un trio qui se dégage là, avec un coureur de la formation Lotto Destiny. Scénario conforme à vos attentes, Stéphane Thériault? Oui, enfin non, pas forcément. Je pensais que les leaders d'équipe allaient réagir plus tôt. Tout ceci fait le jeu, je trouve, du maillot orange, Strong, qui est dans un fauteuil quelque part, hein, parce que eux, ils n'ont pas encore donné un coup de pédale. On dirait, c'est paradoxal par rapport à l'équipe du maillot de leader, en sachant que Janssen est toujours leader virtuel. Mais je pense qu'ils sous-estiment les qualités de Janssen, soit ils sont sûrs de leur coup. Il y a débat, mais en attendant, la course joue en leur faveur, je trouve, pour l'instant. Bon, ce qui serait intéressant, et ça va l'être d'ailleurs, c'est de réécouter Strong ce matin au départ, dans ces messages qu'il a voulu faire passer. Il était assez clair, on le réécoute. Yeah, really happy. It was a nice day for the team. Everyone rode really strong, and it was a pleasure to be a part of, and really happy I managed to pull it off in the finish. How does it feel to enter the Queen's stage with the leader's jersey? Yeah, it's a bit nerve-wracking actually. Today's a really hard stage. The climbs come really thick and fast at the finish, and I think if I'm on a good day, it's possible for me to defend the jersey today. So I'm going to give it a shot. But if it's not for me today, we've got a really strong team here with Israel Premier Tech. So Dylan and Nick and Clarkie also have great opportunities for today. Are you planning to control the race, maybe for you, like you said, or for Dylan or Simon? Yeah, I think we'll try to control the race. I think, the other teams will probably be looking at us. They saw how strong all my teammates were yesterday. So I think, there's no hiding that fact. And, I think the responsibility will be on us. So, hoping we can pull it off. Thank you. Bon, entre les propos de ce matin à Arlon et la réalité de la course, il y a de la marge. Hein. La responsabilité de la course sera sur nos épaules. On va tout faire en sorte d'assumer le poids de cette course. On sera là. Il n'y a pas que moi, il y a Dylan et aussi les autres.
moi je veux bien. C'était rempli de bonnes intentions, mais dans les faits, c'est pas tout ça. Non, mais les faits leur donnent raison, puisqu'il y a une échappée avec 2,15. Cette échappée ne menace pas, enfin menace encore pour 20 secondes le maillot orange de Strong. Donc eux ne donnent pas un coup de pédale, laissent travailler les autres. Et rien ne dit qu'ils ne vont pas réagir dans les moments clés et aller consolider ou le maillot de Strong ou la victoire d'étape d'un équipier comme Dylan Teuns par exemple. Donc cette échappée, au final, peut aller au bout pour l'équipe Israël Première Tech. Ça me paraît clair. En attendant, on retrouve les coureurs dans cette belle forêt ardennaise. Je vous propose une toute dernière page de publicité et puis on ne loupera rien de cette 3e étape du Tour de Wallonie. Deux hommes en tête sur cette 3e étape du Tour de Wallonie. Jimmy Janssens, le Belge d'Herentals, expérimenté d'ailleurs. Hein. Il a 35 ans, il les a fêté le 30 mai dernier. Et Marcus Hølgaard, 2,15, c'est leur avantage sur un peloton qu'on attend au sommet. Et surgir de la forêt. Et voilà, il suffit de le demander et ils sont là. Les 2 hommes de tête. Ils sont là, les 2 hommes de tête, et le peloton qui nous permettra d'avoir un chrono aussi. C'est le moment de sortir le chrono pour voir au niveau des écarts ce qu'il en est. Jimmy Janssens et Marcus Hølgaard qui doivent se dire c'est possible, on peut peut-être le faire. Cela dépend du comportement de ces hommes. Si chez Decathlon, bien sûr, on a l'ambition de mettre sur orbite un Benoît Cosnefroy. En tout cas, ils prennent la course en main. Pas que. Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'en 2018, il y avait déjà eu une arrivée du Tour de la région wallonne à La Roche. Et King avait gagné. Le circuit local était un petit peu moins difficile, mais malgré tout, le final était identique. La différence, c'était que pour aller à Samré, les coureurs empruntaient la route principale. Ils ne prenaient pas le col de Haussire. Mais le mur de Maboche était emprunté. Et on rappellera, on se souviendra que cette course, cette étape, s'était terminée par une vingtaine de coureurs qui s'étaient regroupés et qui s'étaient joué la victoire dans un genre de sprint, parce que King avait pris quelques longueurs à la faveur de la dernière descente et il avait pu l'emporter avec 1 ou 2 secondes d'avance sur un groupe d'une vingtaine de coureurs. Donc il ne faudrait pas non plus s'étonner de ce scénario aujourd'hui, même si AG2R et ici en l'occurrence Red Bull veulent vraiment rendre la course la plus difficile. Ouais, que ce soit clair, hein, c'est plus pour Jordi Meus aujourd'hui, c'est pour Wandal, clairement, qui est à 13 secondes au général. Et on voit Strong qui est là, ouais. On voit Nathanael Tesfacion, Rota. Ouais, Rota en embuscade. Et ici, ils sont vraiment sur le sommet, donc c'est une attaque sprint. Où il essaye de prendre un petit peu d'élan pour ce petit plateau au sommet avant d'entamer cette descente relativement difficile de par le revêtement notamment, et d'arriver sur la route nationale où il restera encore 4 km à 4% pour arriver sur les hauteurs de Samré. Ouais, Jimmy Janssens qui a aussi fait la bonne opération du jour au niveau des GPM, hein. Vraiment. Bon, votre sentiment sur base de votre expertise, votre expérience, et ce depuis un paquet d'années maintenant, messieurs, s'est échappé. Va-t-elle aller au bout ou pas? Moment de se mouiller. Je ne vous demande pas de vous jeter dans l'ourte, mais mouillez-vous quand même. M'inquiète, c'est que le pointage est bloqué à 2,15 depuis un moment, sur en tout cas le GPS que nous avons ici. Moi, je n'y crois plus. Voilà. Et toi, Stéphane? Moi non plus, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est que non seulement il y a Decathlon qui roule, il était temps, et aussi le fait qu'Israël est dans une situation très confortable avec plusieurs éléments qui sont capables de gagner l'étape et conforter le maillot orange qui est sur les épaules de Strong. Donc ce double argument fait que on n'y croit plus maintenant. Il va falloir se bouger. Si 7 jours de 15, il faut y aller. Oui, bien sûr, il faut y aller, mais
ils vont arriver dans une partie beaucoup moins favorable pour Samré, par exemple. Samré, la transition pour 2 hommes seulement, c'est quand même difficile. Ce sera difficile pour eux parce que c'est des parties où l'aérodynamisme va jouer et où le peloton, qui plus est lancé comme c'est le cas pour le moment, va avoir un avantage certain. Ils y sont d'ailleurs dans cette partie à 4%. On dirait que c'est plat depuis l'hélicoptère évidemment. Tu l'as dit tout à l'heure Stéphane, mais ça monte et c'est difficile. Avec tout ça, on n'a même pas parlé de Nadrin. Bah non, mais on n'y passait pas non plus. On n'est pas très loin non plus du côté de Nadrin, le site du Héroux, éperon rocheux d'un kilomètre 500, barrant le cours de l'Ourthe classé depuis de nombreuses décennies et qui offre un paysage sauvage. C'est l'une des curiosités de la région. Maxime, vous connaissez tout cela sur le bout des doigts. Qui est un paradis pour les kayakistes en herbe, cette région de Lourdes. Et pour les promeneurs, et ouais, c'est vraiment magnifique, c'est certain. Ouais, le lac de Nizramon aussi, là aussi, c'est pas mal pour les trailers. Le tour du lac de Nizramon, c'est magnifique. Pour les trailers ou les marcheurs normaux? Les marcheurs. Je pense que si vous, à chacun son style. Si vous êtes adepte de la marche à pied, de la randonnée ou du trail, le tour du lac de Nizramon, c'est peut-être une des plus belles balades de Belgique. 12 km. Pas énormément dénivelé, mais un parcours très technique et vous en prendrez plein la vue, c'est ça. Et qui est plus facile dans quel sens? Non. Non. C'est dur dans les deux sens. Vous nous faites un petit vélo viewer du lac de Nizramon? J'ai pas ça dans... Mais bon, on peut programmer ça pour une autre fois. L'écart se réduit, Stéphane, 2 minutes. Enfin, finalement. Un chiffre. Et la sélection aussi s'opère. Parce que là, est-ce qu'on ne parlerait pas d'une quinzaine de coureurs seulement? Les 15 même qui avaient tendance à s'extirper à l'occasion des premières rampes du col d'Ossir. C'est sans doute les mêmes hommes qu'on retrouve actuellement. Donc si on se réfère au fameux théorème de Robert Chapat qui disait 1 minute par 10 km, si vous divisez 20 par 2, on arrivera donc à 0. Nous aurons ici donc un autre vainqueur que celui de l'échappée. Je pense que ce théorème qui a été juste pendant quelques années, ces dernières années, je crois qu'il peut être revu et re-revu. C'est clair. Mais en tout cas, il faut de la résistance. N'oubliez pas non plus que pour le dernier sprint, il y a une prime particulière. Vous n'êtes peut-être pas au courant, Maxime, puisque vous étiez sur les routes du Tour de France, ou en tout cas en route pour revenir en Belgique. Mais donc, lors du 3e sprint, on se retrouve dans un contexte qui est celui du Proximus Radar Section. Chaque jour, au dernier sprint intermédiaire, le dernier kilomètre avant la ligne du sprint intermédiaire est chronométré grâce au transpondeur. Le coureur le plus rapide sur cette section est récompensé par une prime de 1 000 € et monte sur le podium. Donc, ce n'est pas nécessairement le premier qui franchit la ligne qui aura la prime, ça peut être le coureur du peloton qui a par exemple carburé en tête ou un homme qui a attaqué à ce moment-là. C'est pour cela donc les organisateurs ont voulu dynamiser à leur manière la course. Je ne pense pas que ce soit la priorité du peloton à l'heure actuelle, mais même si c'est important de le rappeler. Il ira sans doute à quelqu'un du peloton aujourd'hui par rapport aux circonstances de course. Mais je suis étonné que l'écart reste relativement stable. Il avait diminué, c'était 2,15 et puis on pensait qu'il était figé, mais finalement c'est que 2 minutes. Donc à voir vraiment, quand on va avoir une image du peloton très prochainement, comment ça se comporte là-bas derrière. Et, un peloton qui, selon Radio Tour, se décompose en plusieurs morceaux. Un groupe de 21 coureurs dans ce peloton. Avec une accélération de Simon Clark, le coureur de l'équipe Israël. Et donc visiblement on retrouve 3 coureurs chez Israël dans ce groupe de 21 avec Strong, avec Tuns et Clark. Ceux qu'on attendait. Les 3 leaders désignés, ceux qui n'ont pas encore perdu de temps avec Schulz aussi chez eux. Voilà ce qu'on vous annonçait. Simon Clark. Qui a récupéré Gilles de Wild, qui lui a été lâché de ses 2 compagnons d'échappée. La question est de savoir s'il est sorti à son profit, Clark, ou pour faire travailler les autres, au bénéfice évidemment
de son maillot de leader strong et de Dylan Teuns. Simon Clark qui est pointé 30e au général à 13 secondes. C'est un des coureurs qui a toujours terminé dans le peloton principal lors des 2 premières étapes. Tactiquement, c'est bien joué, je trouve. Mais bon, il est dans une partie où il faut pousser sur les pédales et où c'est pas forcément un avantage d'être seul, parce qu'on peut considérer qu'il est seul, parce que Gilles De Wilde ne va pas relayer et ne peut sans doute pas le faire. C'est sûr, mais ça a au moins le mérite de faire travailler l'opposition dans ce cas-là. Oui, c'est bien joué tactiquement. Je crois que peut-être Lidl Trek doit prendre ses responsabilités maintenant, ou AG2R, en fonction de ce qu'il leur reste encore comme force. Simon Clark, ancien vainqueur sur les routes du Tour de France, c'était en 2022, et avant cela, double vainqueur d'étape sur la Vuelta. 38 ans, Simon Clark. Il a fêté ses 38 ans le 18 juillet dernier. Donc il y avait un petit groupe de 7-8 coureurs. On n'a pas pu reconnaître tout le monde, mais j'ai l'impression que j'ai vu le champion d'Érythrée. Simon Clark, il sait qu'il ne doit pas demander de relais à Gilles De Wilde. C'est toujours un peu inconfortable comme situation, mais... Il est encore content d'être là, Gilles De Wilde. Gilles De Wilde est encore content d'être là, et à la première rampe un peu plus raide, peut-être à l'occasion du passage dans le village de Samré, justement, où il y a une petite bosse de 500 mètres non répertoriée. Ce sera la fin de la course de Gilles De Wilde aujourd'hui. Donc c'est bien Decathlon qui roule devant le peloton, obligé maintenant. Clark ira lui aussi au JO, le 3 août prochain, cette fameuse course dont on a parlé tout à l'heure. Atypique dans le calendrier international. Alors, 13 coureurs, rejoints par quelques autres derrière. Red Bull qui prend les devants. Dylan Teuns qui est là, avec Tesfacion. On nous annonce que Strong, le maillot orange, est en difficulté. Mais malgré tout, il a 2 de ses équipiers qui sont là. Donc pour Israël, c'est peut-être le scénario attendu, mais ils défendent bien la baraque. Bora aussi en tête de groupe. En difficulté à la suite de l'accélération de Clark. Peut-être que c'était un mot d'ordre, on n'a pas vu toutes les images. Peut-être que c'est Clark qui l'a dit, qui a même poussé à faire cette action. On sait que ça communique beaucoup, non seulement avec la voiture, mais entre coureurs surtout. Et les équipiers généralement s'entendent très bien, et rappelons-le, c'est un sport d'équipe, et les coureurs parlent entre eux, et souvent on voit des actions qu'on ne comprend pas à la télévision, qu'on ne comprend pas nous en tant que commentateurs, mais qui s'expliquent parfaitement en interne. Et Gilles De Wilde qui s'accroche, qui fait tout pour tenir bon là dans la roue de Simon Clark. Donc la sélection là s'opère vraiment. Je pense qu'on a affaire à une vingtaine de coureurs. Radio Tour nous annonçait 21, mais peut-être qu'on a déjà perdu quelques éléments depuis cette annonce. Et donc là, il y a un petit tape-cul, comme on dit dans le jargon, pour sortir du village. Ça fait assez mal. C'est pas forcément favorable à Simon Clark qui est en contre, avec un écart qui se réduit à 1 minute 50. Et nos 2 leaders de tête... Qui font de la résistance. Eux sont déjà passés, ils sont sur cette partie de transition, et ils se relayent toujours bien, Jimmy Janssen et Marcus Ulgart. Et pour l'instant, c'est super serré au niveau du classement GPM, puisque Janssen a 46 points, là où Ulgart en a 44, Jacobs 40. Ça promet pour la suite du Tour de Wallonie. Il y aura de l'enjeu à ce niveau-là. Parce que demain, on aura droit à aussi une très très belle étape entre Verviers et Herve, avec 3 côtes répertoriées, non des moindres, la côte de Saint-Jean-Sart, le Tiers des Forges et la côte de la Redoute. Et on remarquera toujours la présence d'Alex Kirch. C'est pour moi assez étonnant. Vous allez dire que je parle toujours de Lidl Trek, mais c'est quand même un coureur à pointer du doigt sur cette course, et c'est pas un grimpeur, et il est toujours là. Donc on pointera aussi 2 coureurs de Bingo Wallonie-Bruxelles. Et c'est un coureur de Bora qui assume la poursuite. Ouais.
Et on donne tout ce qu'on a hein, dans ces cas-là. Encore pouvoir gérer cette fin d'effort, cette fin d'étape, Maxime. Ils sont dans un état de fatigue relativement avancé, hein, donc ils vont s'allier jusqu'au maximum. Je crois que dans un coin de leur tête, ils se disent c'est encore possible. Là, ils vont entamer la descente, donc il y a une partie de récupération relative aussi. Et ils vont perdre du temps dans cette descente, forcément, puisque derrière, c'est relativement bien organisé. Mais on voit que Clark, qui a des jambes beaucoup plus fraîches, n'arrive pas à rentrer aussi facilement. Il a une 47, on imagine que le peloton est pas loin derrière. Et donc, ces deux coureurs de tête, ils espèrent toujours. Ils espèrent toujours. Pour l'instant, je vous interromps, c'est parce que j'écoute en même temps Radio Tour, tellement précieuse Radio Tour. Merci Freddy Avalanche, qui nous indique que le peloton est à 2,08. Donc ça veut dire qu'une 47, les cas que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est sur les deux coureurs en contre. Donc jusqu'à présent, Jimmy Janssens est toujours leader du classement général, d'autant plus qu'il est confirmé que Strong est dans un troisième groupe à l'arrière en compagnie de 8 autres coureurs à 2 minutes 30. Alors je ne sais pas si ça peut décupler le moral de Delgard. La dernière fois donc qu'un coureur s'est imposé sur le Tour de Wallonie à La Roche, on l'a dit tout à l'heure, c'était déjà un Norvégien avec Ekink. Ouais. Et on voit que Corbin Strong revient, hein, donc on a 19 coureurs en tête et Strong revient avec un groupe de 9 coureurs. Ça, ils étaient 9, ouais. Donc on va avoir 27 ou 28 coureurs dans le peloton finalement, peloton principal, peloton maillot de leader. C'est curieux tout de même qu'il n'y ait qu'un Bora qui roule. Ouais, mais je me demande si Tesfacion ne roule pas aussi parce qu'il a interverti sa position avec Dylan Teuns qui contrôlait en deuxième position. Et je me demande si Lidl Trek ne roule pas aussi, et ce serait tout à fait logique avec la présence encore de Juan Pedro Lopez et d'Alex Kirch surtout, qui est rapide. Et donc ça aurait du sens. Mais peut-être que d'autres formations devraient venir aussi. En tout cas, Israël Premier Tech est tactiquement dans un fauteuil. Ouais, avec Clark et 3 hommes derrière. Exactement, avec le leader qui se trouve dans le peloton et Clark qui a carte blanche finalement maintenant pour essayer de rentrer sur l'échappée. Ou tout du moins s'en rapprocher et peut-être prendre le maillot de leader de cette manière. J'ai l'impression que pour la victoire d'étape, ça commence à sentir quand même bon pour les... Ouais, je me demande si on ne s'est pas trompé justement. En tout cas, il y a du suspense. Il y a du suspense et parce que ce peloton ou ce qu'il en reste n'est pas organisé, on ne sait pas ce que ça va donner dans 15 km. Et la théorie Robert Chapat, on est toujours dans le bon. On est toujours dans le bon, mais je vois que tu y tiens. Peut-être que ce sera juste. Ouais. Bon, ça reste très ouvert. Tant mieux. On a eu droit à 2 sprints. On le rappelle, lundi du côté de Fleurus, hier à Ouffet. Et aujourd'hui, ce qui est certain, et on est vraiment ravis de ce déroulement. On a droit à une course très très ouverte avec des efforts qui sont généreux de la part de tous ces coureurs. Et Gilles De Wilde qu'on a déjà retrouvé sur le podium hier, puisque il avait été le plus rapide. Il donne un coup de main. Eh bien, voilà, c'est généreux. Un peu de jus. Il a été le coureur le plus rapide dans cette fameuse section du Proximus Radar. Comme quoi, il n'y a pas que sur 1 kilomètre qui peut produire un très gros effort. Mais à ce moment-ci de la course, on va dire qu'il veut se montrer parce qu'il y a sportivement plus trop d'intérêt. On imagine que Clark va pouvoir le déposer relativement facilement dans le mur de Maubeuge. Ouais, saison difficile, je le disais déjà hier, pour le Team Flanders baloise. Comment exister encore aussi face aux autres cylindrés. Pas toujours évident de se renouveler, manifestement non plus. Et bingo, le Wallonie-Bruxelles qui vient prêter main forte à Red Bull, en tête du groupe de leaders. Et donc là, le groupe de contre, Simon Clark, Gilles De Wilde qui aborde la deuxième partie de la descente. Et Gilles De Wilde qui relaye toujours. Donc ça fait les affaires de Simon Clark qui va pouvoir récupérer un tout petit peu dans une partie descendante. Et on sait que dans ces parties descendantes où il faut malgré tout pédaler, c'est très très intéressant
de pouvoir faire un peu de roue libre grâce au travail d'un adversaire. Bon, ce qui est certain, en tout cas, c'est que jusqu'au bout, il y aura du suspense. Une 47, on rappelle, c'est sur ce groupe-là. Hein. Le peloton est encore un peu plus loin derrière. Mais le peloton, il y en a qui vont se sacrifier. Hein. C'est la dernière partie où certains peuvent vraiment être utiles. Donc j'imagine que certains vont se sacrifier en faisant quasiment un sprint dans cette dernière descente. Donc on pourrait imaginer que Clark se fasse quasiment rattraper au pied de la dernière côte du jour. Mais nos deux leaders font une très très belle résistance. Bon, à l'heure actuelle, les supputations vont bon train parce que il y a plein de scénarios qui sont encore envisageables et on n'a pas le droit vraiment à la réflexion à ce moment-là. Gilles De Wilde, qui est en tout cas désigné par la direction de course et le collège des commissaires comme étant le coureur le plus combatif du jour, n'aura pas volé, sera sur le podium tout à l'heure. Deuxième jour consécutif donc pour lui. On a 28 coureurs alors dans ce groupe 3 nommé groupe maillot orange. Le groupe Strong dès lors. Le groupe Strong évidemment, avec tous les favoris qui sont présents. Deux hommes de tête viennent d'entamer la côte, la dernière côte. Ouais. Avec près de 2 minutes d'avance donc sur ce peloton réduit. Ouais, et finalement... Et pour perdre 2 minutes sur cette côte, il faudra produire un gros effort. Ouais, pour prendre 2 minutes sur cette côte, il va falloir aller très très vite. Qui, selon vous, Maxime, dans le groupe de ces fameux 28, sur base de tout ce qu'on vient de voir, pourrait lâcher les dernières cartouches là? C'est ce qu'on a vu hier, forcément, dans cette dernière côte, hier, à l'occasion de l'arrivée à Oufé. Et donc les Israël étaient en ordre utile, mais ils ont un coureur en contre-attaque, donc ils n'ont pas intérêt à bouger. Les Lidl Trek, je pense que Juan Pedro Lopez a déjà beaucoup donné, mais Tesfacion, on ne l'a pas encore vu. Mais peut-être qu'il y a d'autres intérêts avec une spéculation sur un sprint à une vingtaine de coureurs, comme c'était le cas il y a 6 ans ici. Donc il y a pas mal de choses qui ont été dites sans doute. Et on va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, les grimpeurs, ils doivent s'exprimer parce que sinon, ça va se terminer dans un sprint qui ne leur sera pas favorable. Ça fait en tout cas un bon bout de temps qu'on n'a plus vu une échappée matinale, si on peut l'appeler comme ça, aller au bout sur le Tour de Wallonie. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, du côté de Couvin, avec Davide Ballerini qui s'était imposé en province de Namur. Il est vraisemblable, Maxime, que ces deux-là se disputent le sprint pour la victoire d'étape, si rien ne change. Est-ce qu'il vaut mieux dans ce cas-là, si on veut gagner, et si on se sent plus fort, attaquer maintenant ou attendre et arriver à 2? C'est eux qui le sentent. Je pense que par rapport à la configuration du parcours, s'il y en a un qui est plus fort que l'autre, qui se sent plus fort que l'autre, il doit le lâcher maintenant. Parce que c'est un sprint particulier, hein. Très très particulier, où on arrive très très vite. Donc on ne peut pas vraiment faire de roue libre et spéculer sur une attaque de l'autre. C'est pour moi plus délicat qu'un sprint traditionnel. C'est peut-être l'occasion justement de montrer à nos téléspectateurs le vélo viewer, hein, pour avoir une analyse très claire de la situation et du dernier kilomètre. Ouais, je vous ai sélectionné ici les 700 derniers mètres en fait, avec ce premier virage qu'on voit sur la carte, un virage à gauche qui est situé à 500 mètres de l'arrivée. Et à partir de là, il restera encore 3 virages délicats, un à droite pour passer au-dessus du pont sur l'Ourthe, un à gauche, très délicat, 90 degrés sur la gauche, et puis la dernière courbe, une longue courbe à droite qui se passera à fond, puisqu'il y aura beaucoup moins de vitesse pour les coureurs à ce moment-là, mais la ligne droite finale ne sera visible que dans les 100-150 derniers mètres, donc une ligne droite très très courte, et surtout une préparation de sprint très particulière avec cette descente qui se termine à 500 mètres. Et je me répète, mais il y a 5 ans, 6 ans, on avait vu
Ed King s'échapper dans les tout derniers kilomètres, prendre quelques risques dans ces 4 virages et pouvoir se présenter dans cette dernière ligne droite avec quelques longueurs qui lui avaient permis d'éviter le sprint. L'avantage, c'est que les coureurs l'ont déjà vu 2 fois, donc il n'y aura pas de surprise pour eux. Il n'y aura pas de surprise, mais malgré tout, quand on arrive pour le final, moi j'avais... J'ai été surpris, j'étais pas super fort il y a 6 ans dans cette étape, et malgré tout j'avais réussi à m'accrocher. Et puis je voulais faire le meilleur résultat possible, mais j'ai été très surpris dans le dernier tour par la vitesse et par le fait que les 2 derniers kilomètres, ça dure moins de 2 minutes. Et on se retrouve à 700 mètres juste à l'approche du dernier virage et on peut plus rien faire. Si les positions sont figées, on ne peut plus rien faire. Il y a aussi un gars devant qui n'a plus vraiment eu l'habitude non plus de se retrouver dans cette situation-là, c'est Jimmy Janssens, qui n'a plus gagné depuis 2018. Ouais. Et donc là, la course change. Clark s'est fait reprendre. Et on voit que les meilleurs arrivent à s'extirper. Ils sont 7 ou 8 qui sont sortis du peloton. Et Clark fait le travail. Mais je pense que Corbin Strong ne doit plus être présent. Alors, Tesfacion est là aussi. Et il y va. Je pense, on pouvait s'y attendre, un peu à l'instar d'hier, où il y avait pas mal de mouvements aussi chez Lidl Trek. Eritrea. Matteo. On le garde, c'est pas le premier venu non plus, évidemment 29 ans, mais un gars comme Janssens, je le répète, ça fait un bail qu'il n'a plus levé les bras. Est-ce que ça peut jouer là quand on arrive comme ça à moins de 7 bornes de l'arrivée, on se met à la place du garçon? Est-ce qu'on peut cogiter ou on n'a pas le temps? Ah, si, je pense qu'ils cogitent parce que ça fait longtemps qu'ils sont dans cette configuration là, et puis s'ils passent le sommet, et ils y sont bientôt, avec encore plus d'1 minute d'avance, il ne peut pas leur arriver grand-chose dans cette descente. Les 4 derniers kilomètres sont en profil descendant, voire en descente complète. Donc oui, ça va jouer et le mental va avoir son rôle. Et puis ils sont peut-être mis d'accord aussi sur les points du grimpeur. J'ai entendu que vous disiez qu'Janssens avait franchi chaque fois dans les points, donc ça joue aussi. On peut s'échanger, il y a des accords. Entre coureurs dans une échappée, le maillot du meilleur grimpeur, la victoire d'étape pour moi, bon voilà, c'est de la théorie, mais c'est souvent mis en pratique. Alors le vainqueur du 3e sprint, la fameuse prime du secteur Proximus Radar, c'est un coureur bien connu sur les pistes, c'est Jules Esters qui s'est imposé pour le Team Flanders Baloise, une équipe qu'on aura énormément vue aujourd'hui, l'équipe de Walter Flankart. On le retrouvera sur le podium tout à l'heure et on saura à quelle vitesse il a été flashé, bien sûr, grâce au transpondeur. Corbin Strong toujours là, le leader de ce Tour de Wallonie qui assume son statut, et une nouvelle accélération de Tesfacion. Ouais, on le voit très en vue, mais bien contrôlé par Israël Premier Tech. C'est clairement les 8 coureurs les plus forts de ce Tour de Wallonie, mais qui malgré tout n'arrive pas à réduire l'écart. Toujours une 42 si on en croit les chronométreurs officiels.
Esther, ce qui a été flashé à plus de 40, de 40 à l'heure sur ce dernier kilomètre. C'est rapide, hein, pour du 4%, c'est vraiment vite. Bah, il a tout donné, Bon, le coureur qu'on n'avait pas encore identifié pour l'équipe Arkea que vous voyez à l'image, c'est Barré. Ah voilà. Et celui de la Visma? Chez Visma, c'est le Norvégien Agnes, Perstrand Agnes. On a donc Rota, Tef Station, Agnes, Clark, Strong, Teuns, toujours cet avantage numérique pour l'équipe Israël du leader. C'est le moins qu'on puisse dire, 3 coureurs sur 8. En considérant que ce sont les 8 plus forts de cette course. Rappelle que l'année dernière, l'équipe des frères Rotoft avait gagné avec Timo Kili qui avait créé la surprise dans le Brabant Wallon lors d'un sprint massif. Ici, c'est un tout autre exercice qui s'annonce. L'écart se réduit, mais ce sera clairement insuffisant. Il y a encore un petit plateau, mais après ça va descendre et ils ne pourront plus perdre une minute dans cette dernière descente. Donc ils vont gagner, à mon avis, avec une trentaine de secondes d'avance sur un groupe de leaders. À voir si ce groupe de leaders va être rattrapé par ce qui restait derrière. Mais le maillot de leader orange va sans doute rester sur les épaules de Strong. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, Janssen est de nouveau passé en tête du dernier grimpeur. Donc si on pronostique là maintenant une victoire d'Oulgarde ici à La Roche, je ne pense pas qu'on se trompe beaucoup. Et tu crois qu'un maillot de grimpeur vaut une victoire d'étape? Non, bien sûr que non, mais dans le chef d'un coureur qui n'a plus gagné grand-chose depuis 6 ans, dans le cas de Janssen, c'est un maillot qui peut être intéressant pour lui à la fin des 5 jours. Mais maintenant, mais ça reste pas forcément sur un palmarès considérable. Non, moi je serais lui, j'essayerais quand même de tout donner pour cette victoire d'étape. Et je crois qu'il a quand même une petite pointe de vitesse. C'est lui qui est en fin de contrat. D'ailleurs, chez Alpecin de Koenig, 35 ans. Et maintenant, Israël se sacrifie. Donc, Clark, Teuns pour Corbin Strong, pour garder ce maillot, ce ne sera sans doute pas un problème. Mais ils savent aussi qu'ils vont plus se battre pour la victoire d'étape. Mais ils assument leur statut de leader, de porteur du maillot de leader orange. Et on voit bien que ça ne roule plus pour la victoire d'étape. Ça se regarde, ça va sans doute rentrer derrière. Ça rentre petit à petit en AG2R. Et puis le reste du groupe. Bon, ce qui est certain, c'est qu'au niveau du général, les 2 dernières étapes vaudront le coup d'œil. Plus que jamais, ça va rester très très ouvert. Maxime Montfort, Stéphane Thirion, on est ravis de la tournure des événements. C'est aussi pour ça que ce parcours a été dessiné. C'est pour avoir une course de reprise sur ce Tour de Wallonie très indécise, c'est souvent le cas et ça l'est encore plus cette année, donc c'est une course intéressante à suivre et même si les parcours sont difficiles, c'est parfois sur des étapes comme demain, comme après-demain qui sur le papier sont moins difficiles qu'aujourd'hui, mais c'est parfois là que des écarts plus importants se dessineront. Et la très belle course aussi de Luca Matthijs qui a ramené le groupe des Lâchers sur le groupe emmené par les Israël. On parlait des coureurs wallons, voilà un coureur wallon qui tire son épingle du jeu, originaire de la Louvière. C'est en tout cas important de le souligner. La Roche en Ardennes, la perle de l'Ardenne, va-t-elle consacrer un Belge d'ici 3 gros kilomètres? C'est pas impossible avec Jimmy Janssens. Une chance sur 2. S'il ne gagne pas, il sera deuxième, c'est certain maintenant. Ils sont dans la descente. La descente est assez rapide, je ne pense pas qu'ils peuvent se départager là. Mais on le rappelle, c'est particulier cette arrivée. C'est vraiment particulier. Ça l'est quand on est dans un peloton, mais ça le sera aussi à 2. Donc ce sera intéressant à suivre de comment ils vont aborder cette descente, mais aussi ces 500 derniers mètres où il y aura 4 virages. Ah, vous avez été très clair dans votre explication. Alors là, il y a encore une accélération chez Lidl Trek avec Lopez qui décidément en aura sorti quelques-unes, des cartouches. Mais là, c'est juste avant la descente et avec Israël qui a tout en main, ça me paraît compliqué de sortir à ce moment-là. Énormément d'enthousiasme chez le coureur. Ouais, parfois un peu trop. Les jambes, il les a. Il doit parfois apprendre à se canaliser. Il doit se canaliser un petit peu, effectivement. Mais c'est aussi sa force. C'est cette joie de faire du vélo,
cette insouciance qui lui a aussi amené la victoire au Tour des Alpes. 58 secondes à 2 km de l'arrivée. Non, les dés sont jetés, ça c'est certain. Ici, même en roue libre, ils ne pourront pas perdre autant de temps. Alors, un Limbourgeois ou le champion de Norvège? C'est la question. Dans une arrivée technique, comme vous nous l'avez décrit tout à l'heure, Maxime, il vaut mieux en premier dans le... Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Écoutez, Maxime, vous connaissez le parcours par cœur. Ouais, mais dans un peloton, j'aurais tenté l'attaque au kilomètre. Parce que même avec quelqu'un dans la roue, en prenant les très très bonnes trajectoires, il y a moyen de gagner. Ici, à deux, il n'y a pas de mauvaise position, il n'y a pas de bonne position. En tout cas, s'il y a un sprint, il sera très très court parce qu'on ne pourra pas sprinter avant 150 mètres de la ligne. Et donc, en partant de la deuxième position, il faudra être extrêmement explosif. Je pense que Jimmy Janssen le sait. Mais là, à la différence d'un sprint à plat ou en faux plat montant, le coureur en tête ne fait pas d'effort particulier. Donc c'est quasiment 50-50 et ça va se jouer à la giclette. 500 mètres. Janssens ou le champion de Norvège. Il prend quelques mètres et s'il fait une bonne relance, ça peut se jouer là. Ça peut se jouer là. Il y a encore 2 virages et c'est, à mon avis, c'est déjà fini. Ah, Jimmy Janssens qui s'est fait surprendre par Marcus Højgaard, le champion de Norvège, pour succéder à Eking. Comme il y a quelques années, la Norvège va être à l'honneur avec Uno X qui empile les succès, qui confirme encore une fois la forme de la formation de Thor Hushovd. Victoire donc d'Højgaard devant Jimmy Janssens. Et Kirch qui va aborder tout ça en tête et il a des chances de terminer 3e s'il fait des beaux virages sans perdre l'élan. Parce que derrière, on voit ça se bat et ça perd un peu l'élan à la relance. Et Kirch entame déjà son sprint maintenant. Et Strong n'a pas envie de s'en mêler. Manifestement, c'est l'impression que ça donne. À voir pour cette 3e place qui donne aussi des secondes. Alors Kirch et Strong qui finalement finit par surgir. Ben oui, forcément, pour aller chercher des secondes qu'il n'aura pas. Elles seront pour Trentin. Trentin qui va terminer 3e. Chapeau en tout cas aux échappés qui se sont entendus jusqu'au bout. C'était un beau duo et je confirme ce que je disais tout à l'heure. S'ils ne s'étaient pas entendus, je pense que ni l'un ni l'autre n'aurait pu revendiquer quelque chose. Or, à l'arrivée, même si le maillot à poids, je suis d'accord avec toi Maxime, n'a moins prestigieux qu'une victoire d'étape, il y a aussi cette récompense et de monter sur ce beau podium à La Roche et pour l'un et pour l'autre. Oui, tout à fait. Mais je serais curieux de revoir le ralenti et la seconde en fait. La fraction de seconde où ça s'est joué dans le virage, parce que c'est vraiment là que se joue la victoire d'étape. J'ai pas bien vu. Et voici le château féodal de La Roche-en-Ardenne. Un coup avec un gars comme Teuns, mais au final, quand on voit comment Strong a su résister, mal permet de gagner. Mais Strong qui, en vue des Jeux Olympiques, puisqu'on rappelle qu'il participera aux Jeux, est en train de faire le plein de confiance. A fortiori avec une équipe qui a quand même quelques moyens autour de lui pour défendre ce maillot. Donc, Mais je voudrais bien voir le classement général qui va sans doute apparaître dans quelques instants, mais tout doit être très très rapproché. Donc ça va nous offrir, d'un point de vue tactique, 2 dernières étapes très très intéressantes. Parce qu'il va y avoir des choses à jouer. Il y a toujours des sprints intermédiaires qui vont être disputés lors d'étapes. 14e victoire de la saison pour Uno X qui est en super forme depuis le mois de mai. On a vraiment construit la saison d'une façon à être au point à la fin du printemps, juste avant le Tour de France et depuis lors, alors il n'y a peut-être pas eu de victoire sur le Tour, mais depuis lors... Marcus, first win with this national champion jersey. Marcus, c'est votre première victoire depuis les championnats de Norvège. Comment vous sentez? C'est un super sentiment. Moi, ce que je voulais de ma victoire après les championnats de Norvège, c'était au moins gagner avec ce beau maillot. C'est désormais fait, je suis ravi. À partir de quand vous avez cru en la victoire? Je savais que ma forme était bonne. Et comme j'ai été impliqué lors de la première étape dans le crash, je savais qu'au niveau du classement général, j'avais plus aucune possibilité pour le général. Donc j'ai tout fait pour me retrouver dans l'échappée.
Et ça a marché. Bon, il reste 2 étapes encore. Est-ce que vous pourriez encore faire partie des candidats à la victoire lors d'une étape ou pas? Écoutez, nous, on va encore essayer. On a une bonne équipe, vous savez, sur ce Tour de Wallonie. De toute façon, quoi qu'il arrive, la semaine est une réussite pour nous. Corbin, tell us a bit about your day. Corbin, racontez-nous un peu cette journée. Écoutez, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. On a eu une échappée qui est partie assez tôt, mais on a géré. Même quand vous avez été lâché, vous avez été capable de revenir. Ouais, je voulais défendre le maillot. Ce qui était important aussi, c'est qu'on s'est fort en équipe et on l'a été. J'avais aussi des gars autour de moi et ça a fait la différence. Peut-être qu'à un certain moment, j'ai perdu de la concentration et c'est ce qu'il ne fallait pas faire, mais j'ai su revenir. Et au final, être là, présent dans ce groupe, la journée est bonne en ce qui me concerne. Pour la fin, imaginez bien qu'on est full gas pour tenter de revenir dans le coup, et ça a été le cas. Votre équipe a montré sa force. Encore une fois, oui, tout à fait, on est une équipe forte. Je suis bien entouré avec l'expérience d'un gars comme Clark. Il n'y a pas que lui, mais c'est vrai que ça joue un rôle prépondérant. On est vraiment dans une bonne position à l'heure actuelle.